Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous remarquerez que je porte les mêmes fringues que dans la vidéo précédente. Je vous tourne bien évidemment cette vidéo à la suite. Comme je vous l'avais annoncé, je voulais vous faire un petit bilan des dernières séries et des derniers films que j'avais visionnés. Et accrochez-vous à vos chaussettes parce qu'il y a du bon, voire du très bon, et aussi du mauvais, clairement. Si vous êtes prêts, on se lance, c'est parti. Alors je dois d'abord vous parler d'une série. Et là je suppose que je vais me faire lyncher, mais c'est pas grave, j'assume. Une série dont j'entendais parler depuis un certain moment. Cette fois j'ai succombé, j'ai regardé le fameux Emily in Paris, réalisé donc par Darren Star en 2020 et diffusé bien évidemment sur Netflix avec en actrice vedette la célèbre Lily Collins. Et alors là, est-ce qu'on en parle? On va d'abord faire un petit résumé de l'intrigue. On va suivre une jeune américaine, donc Emily, qui est envoyée au coup de bol dans une entreprise française que son groupe détient ou dirige, enfin peu importe. Bref, elle s'occupe de tout ce qui est communication en fait, surtout au niveau des réseaux sociaux principalement, et elle va un petit peu apporter sa touche pendant un an dans cette entreprise de com. Et donc elle débarque en fait à Paris, ne sachant pas vraiment parler le français. Voilà, alors je m'étais préparée un petit peu parce que j'en avais entendu parler, que c'était une accumulation de clichés sur les Français, sur les Parisiens en général, enfin bref, ok. Donc j'étais préparée, mais alors là, voilà, c'est une accumulation en fait d'idées reçues, toutes sans intérêt. Bon, il y a du cliché sur les Français, mais il y a aussi clairement du cliché sur les Américains, hein, parce que quand tu vois que les Français débarquent à 10 voire 11 heures pour embaucher le matin, on n'habite pas tous dans cette France-là, hein. Personnellement... c'est pas tout à fait ça, quoi. Qui râlent tout le temps, qui sont hyper impolis, bon alors bon, d'accord, ok, très bien, mais j'en connais d'autres et pas que des Français, et alors que les Américains, ils ont ce mind, du coup, je veux dire, ils adorent leur travail, alors que les Français détestent, que ils vivent vraiment que pour ça, que c'est leur goal, que c'est leur but ultime, le travail et tout machin, que ça se fait toujours dans un super bon esprit, on s'encourage et tout. Les généralités comme ça, ouais. Bon, allez, après tout, j'étais prévenue, je savais où j'allais, pourquoi pas. Et là, attention, parce que si vous ne voulez pas en savoir trop sur la série, je vous conseille de passer dans quelques minutes, je vais vous mettre le timer ici, parce que ça va être un peu compliqué de pas en dire, voilà, d'en dire trop ou pas assez, c'est toujours compliqué, mais là, voilà, je vais vous le dire. Donc attention, c'est parti, je commence. Si vous ne voulez pas en savoir, partez maintenant à la minute d'après là. J'aime pas parce que en fait elle est présentée comme une fille au début très gentille. Elle le dit elle-même, hein, son truc c'est que tout le monde l'adore parce qu'elle est super gentille avec tout le monde. Et le pire c'est qu'elle le dit. Qui dit ça de lui-même dans la vraie vie? Je ne sais pas. Bref, peu importe, c'est pas grave. Et en fait, il faut quand même se dire que cette très gentille fille débarque donc sur Paris. Elle est presque fiancée en fait avec son copain du coup aux États-Unis. Hein. Elle a un copain aux États-Unis depuis apparemment très longtemps parce qu'ils ont l'air vraiment voilà d'un couple entre guillemets solide, plus ou moins prêt à se marier. Enfin bref. Et donc le gars du coup resté aux États-Unis parce qu'il a pas trop le choix. Elle l'a mis un petit peu devant le fait accompli du fait qu'elle allait se casser un an en France. Mais voilà que c'était temporaire, qu'ils allaient faire des allers-retours tous les deux, que voilà qu'après ce serait très bien. Elle arrive là-bas et donc lui doit venir la voir. Bon alors lui c'est en même temps le type est super bizarre et tout, je comprends. Le jour où il doit venir finalement, il lui dit que non, il va pas prendre l'avion, que c'est trop compliqué, que lui il adore Chicago, qu'il veut y rester et tout. Donc elle lui dit en fait tu comptes jamais venir me voir. Donc il dit voilà, plutôt toi reviens et tout machin. Et donc elle le largue au téléphone, ok. Bon, ok, moi je dis ok parce que de toute façon le gars je l'aimais pas. Donc après tout j'ai pas eu de peine. Ok, elle le largue. Concrètement, on va pas se mentir, j'ai regardé les 5 premiers épisodes, je me suis forcée un petit peu, et puis j'en ai eu marre et je suis passée au dernier de la saison. Oui, non mais parce que alors moi j'ai autant les livres, j'ai tendance à les finir, autant alors là les séries j'ai aucun scrupule, si ça me gonfle, je vais pas rester 150 ans dessus, je passe à la fin, comme ça j'ai le fin mot de l'histoire quand même, et on n'en parle plus. Bref, dans les quelques épisodes que j'ai regardés et la fin, on a quand même vu qu'elle draguait un mec marié,
même après savoir qu'il est marié, que sa femme est dans la pièce et tout, alors rien n'empêche de flirter un petit peu pour avoir ce qu'on veut dans le boulot. Ok, c'est un concept, hein. Alors elle rencontre bien sûr, hein, vous vous en doutez, c'est une comédie un peu romantique et tout machin, enfin plus ou moins, ça dépend ce qu'on entend par romantisme. Bref, son voisin du dessous est le plus beau gosse du monde, alors si vraiment il y a un truc à retenir dans cette série, bah, c'est l'acteur qui joue, donc Gabriel, parce que... Voilà, ça a été la raison pour laquelle j'ai tenu 5 épisodes pour être honnête, qui est très agréable à regarder, on va pas se mentir. Donc forcément, donc son voisin trop canon habite juste en dessous de son appartement, il est chef dans un super resto, etc. Et voilà, il se dragouille et puis finalement en fait elle apprend elle découvre, fait accompli, que il a une copine. Ah ouais, parce que le gars en fait il avait un peu oublié de lui dire quoi. Donc ok, il continue du coup parce qu'en fait elle sympathise avec sa copine. Qui fait ça dans la vraie vie? Personne. Bon, allez, on va dire, allez, soit ça peut arriver. Elle sympathise donc avec cette fille et tout, vraiment, elles ont l'air super proches et tout machin. Et tout ça pour dans le dernier épisode, découvrir que donc, bon, le gars finalement veut se barrer, qu'il a une proposition pour retourner en province, parce que lui est pas parisien d'origine. Et donc il va partir a priori de Paris, sauf que sa copine elle est parisienne, bien parisienne, elle n'en dérogera pas. Donc bref, ils se séparent plus ou moins. Et donc 30 secondes après, donc cette fameuse Émilie là, couche avec le mec quand même de l'une de ses meilleures amies, enfin sur place, entre guillemets. Donc, sans scrupule, hein, pas de souci, elle a vu la meuf 2 secondes avant en pleine débâcle amoureuse quoi, enfin le dire voilà, bref. Et elle n'a aucun scrupule à aller coucher avec l'autre 5 minutes après. Donc tout va bien. Moi je dis qu'est-ce qu'on est censé véhiculer dans cette série? Quel message en fait il fallait faire passer ou pas hein, d'ailleurs. Il y a peut-être 0 message hein, mais inintéressant. Je vous dis inintéressant. Alors le cliché là aussi du styliste. Je veux bien qu'il y ait certains clichés, qu'il y ait certaines personnalités un peu voilà mis en exergue, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, mais là c'en était mais ridicule. Ridicule. Voilà, je crois que vous avez compris, je vais pas m'apesantir dessus non plus sans 7 ans. Je n'ai pas aimé du coup du tout cette série. Je dis pas que je changerai pas d'avis un jour, mais voilà, ma première impression non. Et j'ai tenu 5 épisodes plus le dernier, donc ça fait quand même pas mal, je trouve, sur une saison. Et non quoi. Bon voilà, bref, si ça plaît à certaines personnes, tant mieux, je ne juge personne, mais moi je ne suis probablement pas le public voilà pour cette série là. Donc on passe à la prochaine qui je vous rassure va être pour moi bien meilleure. Fin novembre est enfin sortie la saison 2 de la série Virgin River, donc réalisée par Sue Tenney en 2019 je crois et qui est diffusée sur Netflix et qui est inspirée des chroniques de Virgin River par Robin Carr. Alors j'avais déjà découvert cette saison donc il y a quelques temps via la saison 1 que j'avais bien aimée, hein. On suit en fait plusieurs personnages dans cette petite ville de Californie, donc Virgin River. On se retrouve un peu dans un huis clos de cette petite ville en fait, avec toujours un peu les mêmes personnages, etc. qui ont tous des passés hyper compliqués, plein de trucs et qu'on nous dévoile au fur et à mesure. C'est des trucs un peu addictifs, mais c'est hyper cocooning, même s'il y a des sujets quand même qui sont pas totalement simple quoi ou gentillets, hein. Il y a des trucs vraiment assez durs finalement, donc voilà, j'avais bien aimé. En fait on suit dans cette première saison en tout cas principalement 2 personnages. On est un peu sur de la romance hein, quand même, hein, on va pas se mentir. On va suivre d'abord Melinda du coup qui est une infirmière qui vient je crois de Los Angeles et qui débarque dans cette petite ville de nulle part pour fuir un petit peu un passé compliqué. Je vous en dis pas plus. Et en parallèle on va suivre donc Jack qui est un ancien Marines, un ancien Marines ou soldat, enfin je ne sais plus. Bref. Et voilà, qui est patron d'un bar brasserie, enfin bar resto, bref, voilà, dans cette petite ville de Californie. Et voilà, il y a plusieurs personnages comme ça clés, références, et on va suivre toutes leurs histoires, toutes leurs
aventures, relations, blablabla. Et donc voilà, bon, bref, cette première série, ça casse pas trois pattes d'un canard, mais franchement, ça fait du bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc j'étais... et puis en plus, elle finit quand même sur un cliffhanger. Voilà, méchant, quand on n'a pas la suite. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir cette deuxième saison. Je n'ai pas encore lu la saga, donc les chroniques de Virgin River par Robin Carr. J'ai le premier et le deuxième tome donc dans ma pile à lire, mais voilà, comme j'avais commencé la série, je voulais continuer un petit peu. J'avais compris que chaque tome s'intéressait à un couple en fait en particulier. Et donc je m'étais dit que les saisons devaient concerner aussi peut-être... Enfin, en tout cas, on suivait plus précisément des personnages en particulier, enfin des couples de personnages en particulier. Bref, donc j'ai été assez surprise de finalement découvrir que la série n'avait pas pris en tout cas ce pli-là, ou alors c'est que j'ai mal compris en général, et on va continuer de suivre en fait un peu ces mêmes personnages, hein, sans problème. On va simplement avancer dans les histoires qui avaient été initiées dans la première saison. Alors ça n'a pas du tout pris le chemin que je pensais que ça allait suivre, donc pour ça ça a été assez une surprise. Je vous avoue que on avait fini sur un cliffhanger comme je vous disais de la saison 1 et le début de la saison 2 a été assez surprenant vis-à-vis de ça. Mais bon, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Pour être honnête, j'ai vraiment suivi cette saison 2, je l'ai bouffée en à peine 2 jours pour être honnête, donc c'est très addictif, hein. C'est nul mais c'est très addictif et voilà, il s'est rien passé de fou, honnêtement. Même j'ai trouvé ça un petit peu, parfois un petit peu long, un petit peu facile parce que on suit un couple en fait principal, on va dire ça comme ça. Voilà, déjà qu'on se doute très bien que tout ça, ça n'existerait pas dans la vraie vie, alors se souffler comme ça le chaud-froid tout le temps, c'est frustrant, et puis à un moment t'en as un peu marre, tu vois, t'as envie que ça bouge, que ça avance, qu'il fasse pas un pas puis qu'il recule de 10, enfin c'est naze. Mais bon, c'est pour ça qu'on regarde en même temps, c'est fait pour ça. Et alors par contre, pardon, j'en ai laissé tomber mes mains, mais par contre, ce dernier épisode, cette fin du dernier épisode de la saison 2, mais non, c'est un scandale. C'est un scandale de finir sur ça. C'est dégueulasse. Il y a trop de trucs. Et puis alors, enfin, c'en est pas qu'un en fait, c'est qu'il y a plein de trucs. C'est horrible. Bref. Si vous ne supportez pas les cliffhangers comme moi, je vous conseille finalement de repousser ce visionnage quand la saison 3 sortira, même si je me doute qu'à la fin de la saison 3 ce sera pareil. Bref, c'est une horreur, on ne peut pas faire ça, c'est pas humain de finir comme ça sur des cliffhangers aussi... Bref, voilà. En tout cas, petite info bonus, ça m'a permis de vérifier un petit peu quand même dans mon tome, enfin dans mon double tome en fait, des chroniques de Virgin River par Robin Carr, que le premier tome en fait concernait bien le couple au moins auquel je pensais, et du coup ça m'a permis de découvrir une info, c'est que autant le personnage féminin a conservé le même nom, autant le personnage masculin par rapport à la série, lui, a changé de nom. Et je dis pourquoi? Pourquoi? Donc finalement, je suis très curieuse de commencer le tome 1 de Virgin River et pourquoi pas d'enchaîner avec le tome 2 pour découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est sur la même histoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Du coup, finalement, ça me rend curieuse et je me dis, en attendant la saison 3 de la série, je me lancerai bien, en fait, dans la lecture complète des chroniques de Virgin River. À mon avis, je vais devenir une accro. On n'est pas sur une série qui révolutionne le monde, hein, entendons-nous bien. Mais ça fait du bien et c'est vraiment voilà, le genre de série addictive, voilà, qui fait plaisir de suivre sous le plaid et pour voilà. On tremble pour les personnages, on les adore, on les déteste, bref, la vie quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai scénario quand même, il y a des choses, il n'y a pas des trucs chelous comme dans Emily in Paris là. Bref, voilà, c'est une série que je peux vous recommander sans problème. Et pour la suite, on passe au film. J'ai commencé par regarder une comédie romantique, Un Noël tombé du ciel, réalisée en 2020 par Martin Wood et diffusée sur Netflix. On y retrouve en actrice principale Katharina Graham, donc l'actrice qui jouait Bonnie, donc la sorcière dans Vampire Diaries, si ça peut vous dire quelque chose, bref. Donc voilà, assez surprise de la retrouver dans ce genre-là, mais pourquoi pas. Et voilà. Je vous le dis tout de suite, ça a été un moment sympathique. Après, pareil, on n'est pas sur une
sur un truc transcendant non plus, mais voilà, c'était une petite comédie romantique de Noël sympathique. J'ai fait des trucs en même temps, bref, ça m'a fait passer le temps, c'était sympa. On va y suivre donc cette femme qui est assistante parlementaire, du coup à Washington, il me semble, et elle va être envoyée en fait par la sénatrice pour laquelle elle travaille sous les tropiques, dans une île, je sais plus où c'est exactement, dans une base militaire en fait qui risque d'être fermée parce que oui, en tant que sénatrice, voilà, sa chef doit faire un peu des coupes budgétaires, récupérer de l'argent là où elle peut, et donc elle a prévu pour cela de fermer certaines bases militaires qui pour elle n'ont plus d'intérêt, et donc cette base en particulier, elle est dans le viseur entre autres parce que il semblerait qu'ils utilisent du matériel militaire pour faire de la distribution de cadeaux de Noël dans les îles un peu éparpillées, voilà, autour, et voilà, qui n'ont pas forcément accès à tout ce qu'ils veulent, qui n'ont pas forcément accès donc aux jouets de Noël, et voilà, ils font une distribution, bref. Donc elle débarque là-bas avec un but bien précis, celui de prouver en fait que les militaires sur place voilà, font des choses pas forcément réglo avec les affaires de l'État, bref, histoire de fermer cette base, et elle va rencontrer entre autres un capitaine au grand cœur et tout, et blablabla. Et je vous laisse deviner la suite. Donc voilà, on est sous les tropiques, on est ambiance de Noël sous les tropiques, alors ça c'est toujours un peu bizarre, mais finalement c'est plutôt sympa, bon, plein de bons sentiments, on est bien d'accord, et puis avec une méchante, pas vraiment méchante, donc bon, voilà. C'était plutôt sympa. J'ai ensuite regardé le film de Noël familial, donc les Chroniques de Noël, réalisé par Clay Kaytis en 2018 et diffusé sur Netflix. Vous pourrez retrouver entre autres en personnage principal l'acteur Kurt Russell, et on va y suivre donc deux jeunes enfants, Teddy et sa sœur Katie Pierce, qui sont en fait un frère et une sœur, donc ados et la fille a une dizaine d'années, bref, qui se retrouvent en fait seuls la veille de Noël puisque leur père pompier est décédé quelque temps auparavant et leur mère infirmière est rappelée du coup pour aller travailler, bref, la veille de Noël. En fait, ils décident tous les deux de filmer, d'avoir la preuve que le Père Noël existe. De fil en aiguille, ils vont se retrouver à repérer le Père Noël et à repérer surtout le traîneau. Ils vont bien évidemment s'inviter de façon un peu illégale dans le traîneau du fameux Père Noël, et le souci c'est que leur présence va entraîner certaines choses, et Noël est en grand danger, et le Père Noël en fait va leur demander de l'aider à sauver Noël, puisque voilà, s'ils ne récupèrent pas certaines choses, et bien certains enfants vont se réveiller dans quelques heures sans cadeau au pied du sapin, et donc la catastrophe. Ça veut dire que les gens, la mauvaise humeur, la délinquance, tout ça va monter en flèche, et donc voilà, ça va être une horreur. Donc ils ont quelques heures pour sauver Noël, et voilà, on est sur un film un peu fantastique, etc. C'était mignon, pas transcendant non plus, mais c'était mignon, plutôt sympa à suivre, avec un frère et une sœur, et voilà, c'était mignon, mais voilà. Je sais qu'il existe un 2. Alors là, je suis pas sûre d'aller au bout. Voilà, c'était sympa ce premier, je suis pas sûre que réitérer l'expérience ce soit vraiment une bonne idée, mais voilà, c'était un petit film de Noël sympathique, donc pourquoi pas. Après Le Château ambulant et Kiki la petite sorcière, je me suis lancée dans mon troisième Ghibli avec Arrietty le petit monde des chapardeurs, réalisé par Hiromasa Yorebayashi au studio Ghibli, sorti en 2011 en France, sur un scénario d'Hayao Miyazaki et inspiré librement de la série de romans de fantasy jeunesse intitulée Les Chapardeurs de Mary Norton. On va y suivre Arrietty, une petite fille d'à peine quelques centimètres qui vit avec sa famille sous le plancher en fait d'une maison je crois dans la ville de Tokyo. Ils intègrent en fait le sous-sol mais vraiment sous les planches, donc ça doit faire quelques centimètres à peine, quelques millimètres, bref, peu importe. Et voilà, ce sont des petites créatures en fait qui vivent donc sous la maison de cette famille plus ou moins depuis des générations et des générations, mais en fait ces petites créatures ne doivent pas se montrer aux humains, ils ne doivent récupérer, chaparder que le strict minimum et vraiment en petite quantité pour que les humains ne s'aperçoivent de rien. En gros, ils prennent simplement de quoi manger, donc quelques grains de sucre, quelques trucs comme ça, enfin bon
bref, peu importe. Et voilà, les humains ne doivent absolument pas connaître leur existence, puisque sinon ils seront obligés de s'en aller, de déménager. Alors dans leur périmètre, apparemment, mais dans leur monde en fait, ils pensent être plus ou moins les derniers représentants de leur espèce entre guillemets. Et voilà, ils doivent faire attention donc aux animaux, aux chats, aux oiseaux, aux corbeaux, etc., etc. Bref, à tout ce qui pourrait les mettre en danger. Et voilà. Et donc sinon, dans la maison principale, donc vit en fait une femme qui va recevoir, enfin le fils de sa nièce, qui s'appelle Shaw, qui a une situation un petit peu particulière, on va rester sur ça, et voilà, qui vient s'installer pour quelque temps donc chez cette grande tante, et qui a entendu parler en fait dans sa famille, il y a des bruits qui courent sur des petits êtres qui vivraient comme ça sur la propriété, mais on ne sait pas où. Et voilà, et donc Shaw et Arrietty vont finir, je ne peux pas vous dire comment, par plus ou moins se rencontrer et vont devenir amis, et voilà. En gros, c'est cette histoire d'amitié. Pour être honnête, c'est un joli film d'animation, encore une fois, aucun problème. Après, j'ai trouvé qu'au niveau de l'intrigue, il se passait pas finalement grand chose, et on arrive à cette fin où bah finalement moi j'en aurais voulu plus. En tout cas bon, comme les autres hein, comme Kiki la petite sorcière, voilà, ça appelle plus en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement ces films d'animation sont sortis de séries de romans. Comme Kiki la petite sorcière, vous avez pu voir là dans les dernières éditions que propose la maison d'édition Inis, on ressort donc en fait les différents romans concernant Kiki la petite sorcière, et on est déjà rendu au tome 3. Donc en fait, quand vous regardez les films d'animation du studio Ghibli, dites-vous bien que si les fins sont si ouvertes, c'est probablement parce qu'en fait, l'histoire originale comporte évidemment une suite. Donc c'est dommage qu'en fait on n'ait pas ces suites là en version film d'animation, parce que j'aurais adoré, mais voilà, ceci explique cela, parce qu'en effet encore une fois avec Arrietty, alors on peut dire oui c'est poétique aussi, on peut imaginer comme ça la poursuite de l'histoire des uns et des autres. Je suis pas fan en fait des fins ouvertes, clairement, à part pour la passe miroir où je crois que c'était la meilleure solution. Les autres, voilà, en fait ça en appelle, moi ça en appelle plus pour moi, j'ai envie de voir plus, j'ai envie d'en savoir plus, donc voilà, c'était sympathique, mais on est quand même loin de mon coup de cœur pour le château ambulant. Et puisqu'on parle de coup de cœur, je vous propose de finir sur l'un d'entre eux, en vous présentant le film d'animation Klaus, réalisé en 2019 par Sergio Pablos et diffusé sur Netflix. Vous allez pouvoir y retrouver notamment les voix françaises d'Alex Lutz, Ludivine Sagné et François Berléand. Dans cette histoire en fait qui nous propose une nouvelle version des origines de Noël, on va suivre Jesper, qui est un jeune facteur en formation, plus ou moins détestable dans un premier temps, qui est en fait envoyé par son père, puisque voilà, il est en formation pour devenir facteur, puisque son père est le chef suprême des facteurs, bref, voilà, très riche et tout, et Jesper il se laisse tranquillement vivre, il se dit que son père va pallier à tout, va payer. Voilà, c'est une vie d'oisiveté, il est horrible au début, c'est une catastrophe, et donc son père finalement en a ras-le-bol, qui prenne même pas sa formation au sérieux, et donc il l'expédie du coup en tant que facteur dans une île du cercle polaire, vraiment à l'extrémité, enfin bref, je ne sais plus où exactement, mais vraiment là où il fait très 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 froid, et où il y a personne, on sait même pas pourquoi il y a des gens qui y vivent en vrai, et donc il va se retrouver à devoir remonter un bureau de poste un peu laissé à l'abandon, et voilà, il a un objectif en fait. Pendant un an il doit faire comment dire, faire suivre 6000 lettres au moins pour espérer un jour rentrer donc chez son père et enfin chez sa famille, bref. Donc il va tant bien que mal se mettre à l'ouvrage, sauf que quand il arrive dans le petit village de Smirensburg, il découvre un village horrible, du coup, où il fait un froid de tous les diables, où les gens sont méchants, où il y a deux clans en fait, deux clans familiaux qui s'affrontent dans le village, et voilà, ils ont toujours été en guerre les uns contre les autres, et donc ils s'affrontent tout le temps, ils se tapent dessus, ils se font péter les maisons,
Bref, c'est une horreur et donc bah ils ont rien à se dire, donc personne s'envoie jamais de courrier. Et en fait Jesper du coup va rencontrer entre autres l'institutrice l'institutrice-poissonnière du village, donc qui s'appelle Alva, et entre autres aussi un homme un petit peu ermite, bûcheron, qui vit un peu à l'extérieur du village, et qui s'appelle Klaus, et qui a dans sa maison tout un attirail de jouets. Voilà, dont il ne fait rien a priori. Et voilà, et donc c'est... J'ai adoré ce film d'animation. J'en avais entendu déjà voilà, des petits échos par-ci par-là et ça avait l'air plutôt bon. Mais voilà, j'en avais pas fait de cas puisqu'il est déjà sorti depuis un moment, l'année dernière. Mais bref, et là je sais pas pourquoi je suis tombée dessus et je me suis dit oh bah tiens pourquoi pas, ça peut être sympa. Et alors vraiment j'ai adoré, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai encore pleuré et j'ai ri. Et après j'ai été un peu émue. À la fin. À la fin. Mais j'étais trop contente. Et voilà, vraiment c'est génial. J'adore le personnage principal de Jesper. Au début, mais t'as juste envie de le tarter, mais vraiment, mais vraiment. Et voilà, j'adore son humour, j'adore ses répliques, j'adore tous les personnages, ils sont trop cool. J'adore l'humour qui se dégage de ce film d'animation avec certains personnages mais totalement ouf, certains enfants notamment du village qui foutent la trouille. Mais bref, c'est vraiment génialissime, regardez-le, c'est génial. Et voilà mon petit tour d'horizon des films et séries donc de ces derniers jours. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de vous en parler. J'espère qu'on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à liker du coup avec le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire et si vous ne me suivez pas bien évidemment sur Instagram, c'est le moment ou jamais de m'y retrouver. Je vous souhaite une très belle fin de semaine ou probablement un très bon week-end en fonction de quand sort la vidéo. Je vous retrouve très vite, je vous fais plein de gros bisous.